Alors bonjour monsieur le député, ou monsieur le Bonjour, candidat plutôt dans ce cadre, hein. dans ce cadre, Euh, vous êtes Jean-Louis Romégas, député de la première circonscription de l'Hérault, et vous siégez chez les écologistes, c'est voilà. ça. Et vous êtes tête de liste du printemps montpelliérain, liste soutenue notamment par les écologistes, l'après, mais aussi Génération. Et également, l'Assemblée des quartiers populaires. Et également l'Assemblée des quartiers populaires. C'est vrai, j'ai cité surtout au niveau national, mais il y a aussi, on va dire, les groupements locaux, comme vous venez de le citer. Alors, monsieur, déjà, merci d'avoir accepté de venir. Vous êtes la deuxième personne que nous recevons dans ce format pour les élections municipales montpelliéraines. On a reçu madame Perrin précédemment. Alors, c'est une question qui taraude énormément de monde dans le chat, parce qu'on a un chat aussi très national, et vous vous doutez que avec ce qui se passe au niveau des écologistes nationalement, ça pose énormément de questions. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce qui s'est passé à Paris et Montpellier, mais notamment à Montpellier, par rapport au Vert populaire, qui est, je rappelle, cet organisme dans lequel des Verts dissidents sont partis pour soutenir les listes insoumises et ont fait souvent défection de listes écologistes. Comment ça s'est passé pour réagir à cet événement quand on est tête de liste écologiste? Bon, d'abord, c'était un petit peu attendu. En fait, ça concerne très très peu de monde, hein. Je crois qu'il y a deux personnes à Paris, une à Montpellier et quelques autres en France. Mais c'est des gens qui se trompent d'élection, qui calculent la présidentielle, là, qui pensent que le 15 mars, on vote pour la présidentielle. Ça s'est produit au lendemain, vous savez, de l'annonce de la primaire de la gauche qui a été décidée à Tours, et même la date a été annoncée au mois d'octobre. Bon, et il se trouve qu'il y a quelques personnes qui pensent que cette primaire n'est pas une bonne idée, qu'il faut rejoindre le camp de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis ont mis ça en musique pour dire voilà, mais bon, ça prend pas sa place dans une logique nationale qui est le refus de la primaire, qui à mon avis est une erreur, parce que Mélenchon, comme Glucksmann d'ailleurs, tous les deux parient sur les sondages pour les départager, mais ça ne rassemblera pas toute la gauche, et le risque, c'est que au second tour de la présidentielle, il n'y ait pas de gauche, et qu'il y ait juste un choix entre droite et extrême droite. Voilà. Mais bon, il se trompe de combat, parce que je pense que c'était pas le moment au municipal, on pouvait en parler après. Voilà, c'est une opération menée par les insoumis qui veulent faire du débauchage individuel plutôt que débattre au sein de la gauche. C'est dommage de le jouer comme ça parce que moi je crois que les électeurs attendent plutôt un dialogue au sein du NFP que ce genre de petites manœuvres. D'accord. Et parce que moi, je me suis efforcé d'essayer d'expliquer comment fonctionnent les écologistes au niveau local, parce que on a entendu beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de fausses informations aussi. Alors, Oui. pour rappel, confirmez-moi si, enfin, interrompez-moi si je me trompe, hein, mais au niveau national, les écologistes pour les élections municipales ne donnent pas de consignes. Ce sont des motions locales qui sont votées par les militants locaux de chaque commune. Et à C'est ça. Montpellier, il y a eu 3 motions, une motion d'alliance avec Delafosse, une motion d'alliance avec les Insoumis, et une motion de liste indépendante, celle qui l'a remporté, votre liste. C'est ça. Voilà, et donc, on Ça, c'est ce qu'on imagine... appelle le Oui, principe de subsidiarité. On décide au niveau concerné, parce que chez les écologistes, d'abord, on croit au municipal. C'est pas juste une étape avant les présidentielles. On croit au municipal et on considère que c'est les groupes locaux, les militants locaux qui peuvent apprécier la situation en fonction des problèmes. Par exemple, à Montpellier, un des sujets qui nous a poussé à faire cette liste, c'est qu'il y a un projet d'incinérateur en ville qui est très dangereux pour la santé, qui est une folie. Et l'EPS, comme les insoumis, sont favorables à ce projet d'incinérateur. Et pour nous, écologistes, c'est inacceptable. Donc on va défendre notre position sur ça parce que c'est vraiment un sujet très très grave pour la santé et ben, publique. c'est parfait que vous en parliez, parce que Madame Perrin en a parlé aussi dans la dernière interview en attaquant ce projet. Vous, en tant que liste écologiste, qu'est-ce que vous proposez comme alternative à ce projet d'incinérateur en centre-ville de Montpellier? Nous, on propose ce qui est la seule option écologiste, c'est-à-dire la réduction des déchets à la source, c'est-à-dire la collecte sélective au plus près. Parce que quand on fait une collecte sélective, on peut valoriser les déchets, alors que quand vous les ramassez en mélange,
Après vous en faites rien. C'est pour ça que ça conduit à les brûler. Et cette solution de collecte sélective permet de mieux valoriser les déchets, donc d'économiser les matières. Elle permet de moins polluer, parce que l'incinération, c'est extrêmement polluant et dangereux pour la santé. Et en plus, c'est ce qui coûte le moins cher, parce que vous avez moins de tonnage à traiter. Donc, notre solution, elle demande simplement d'impliquer les citoyens dans le processus en mettant des ambassadeurs du tri, des gens qui vont expliquer aux citoyens comment on peut améliorer la collecte au mieux. Voilà. Et c'est ça notre logique. Et j'ai une question dans le chat, voilà, qui sur ce projet d'incinérateur, qui pose la question s'il était implanté en dehors des espaces avec logement, est-ce que cela vous conviendrait ou c'est toujours la même logique que vous dénoncez? Alors, ça serait moins grave pour la santé de façon immédiate, ça c'est vrai, mais ça serait quand même une hérésie par rapport à la nécessité d'économiser, de revaloriser les matériaux plutôt que de les brûler et de les gaspiller. Et donc, de toute façon, ça serait aussi une hérésie par rapport au coût de traitement. Donc, dans tous les cas, ça n'est pas une bonne solution. Et c'est une solution qui ne plaît qu'aux industriels qui vont se faire de l'argent sur ce système, c'est ça. Donc, ça serait moins grave pour la santé, mais ça serait quand même pas une bonne solution. D'accord. Alors là, du coup, on va rester un peu sur la logique environnementale, mais plus sur la question bilan du mandat qui vient de s'écouler pour Monsieur Delafosse. Certains dénoncent un bilan qui est le bilan de la bétonisation de la commune, qui est un bilan qui, malgré la création et l'extension de la ligne 1 ou la création de la ligne 5, on est dans une vraie bétonisation des espaces, notamment sur la place de la Comédie ou d'autres. Quel est votre bilan à ce niveau-là de votre côté? Est-ce que vous vous accordez avec ce bilan ou est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même des choses à nuancer? Non, totalement. C'est ça le problème, c'est que le modèle d'urbanisme, le logiciel, si vous voulez, qui mène la politique de la fosse, c'est le même que celui qui existe depuis 40 ans, depuis Georges Frêche, etc. C'est la construction d'une mégalopole. Montpellier est à 300 000 habitants, la métropole a plus de 500 000, et ça continue sans arrêt. Et ce modèle urbain, si vous voulez, il empêche toute politique écologiste, parce que même si vous faites du vélo et du tram, de toute façon, ça ne compense même pas les apports de population qui impliquent des apports de voitures. Vous avez des bouchons sans arrêt à Montpellier et ça ne sera jamais résolu si on ne change pas de logiciel. Et changer de logiciel, ça veut dire préserver les espaces, faire de l'aménagement du territoire pour arrêter cette concentration dans la ville-centre et cette marche vers la mer. À l'époque, Frêche disait il faut que Montpellier aille à la mer. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens parce que c'est la mer qui vient vers nous Oui. avec le réchauffement climatique. Et donc, ils n'ont pas changé de logiciel. Et d'ailleurs, notre adjointe, notre vice-présidente à l'urbanisme a démissionné, comme celui qui s'occupait des déchets, parce qu'elle est de la fosse n'a pas respecté les engagements à préserver la ceinture verte, les espaces agricoles, les espaces verts. Il ne l'a pas fait. Donc, mais voilà, mais vraiment, au-delà de la préservation, c'est vraiment le modèle urbain. Soit on est dans la concentration, la mégalopole, et on ne résoudra pas les problèmes, on ne fera que les aggraver, avec un petit peu de peinture verte sur les pistes cyclables ou le tram, mais dans un modèle urbain qui, lui, est profondément anti-écologiste. Et là, je vais vous poser la question, où est la limite entre le greenwashing et la vraie mesure écologique? Et notamment, moi, je vais vous citer ces grandes places dans toutes les communes de France, place de la République à Paris, le Champ de Mars, la Comédie à Montpellier, ou encore même à Lyon. Ces grandes places qui sont des places aussi qui sont faites pour des manifestations et qui donc doivent respecter des normes de sécurité et qui, on le voit, sont toujours plus bétonnées, toujours plus de vrais espaces de chauffe, enfin, extrêmement chaud en période d'été. Comment on fait pour allier notion de sécurité pour garantir ces manifestations, mais aussi verdir ces espaces, sans que cela ne soit que du greenwashing? C'est ça. Là, c'est du greenwashing. Pourquoi? Parce que ce qu'a fait Delafosse, c'est qu'il a artificialisé encore plus le sol. Par exemple, à l'esplanade, le prolongement de la Comédie, vous savez, ça s'appelle l'esplanade. Il a enlevé des espaces verts qui étaient très jolis, très soignés depuis des années, et une fontaine de type provençal qui ravissait les Montpellierins pour mettre du béton et des jets d'eau qui sortent du sol. Et le pire, c'est qu'il balance des tracts en disant que ça va lutter contre le réchauffement climatique. Bon, à moins d'imaginer que tous les Montpellierins viennent se blottir contre les jets d'eau quand ils fonctionnent,
C'est ridicule de dire ça. Ça coûte 40 millions d'euros. Avec ça, on aurait pu faire vraiment une lutte contre les îlots de chaleur en verdissant plus la ville, en végétalisant les cours d'école, par exemple. Ça c'est utile. En désartificialisation certaines zones aussi qui absorbent la chaleur. On pense à des parkings, à des cours d'école, à certaines voies aussi où on peut arrêter d'artificialiser, ce qui produit deux effets. Un emmagasinement de la chaleur. Là, vous avez 8 degrés de plus en ville qu'en zone rurale. 8 degrés de plus, parce que ça capte la chaleur. Et deuxièmement, vous avez aussi des inondations. Ça, on l'a vu au Oui. mois de décembre à Montpellier, parce que tout est artificialisé et l'eau ne peut plus pénétrer dans le sol. Et donc, si vous voulez, moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir fait du greenwashing, de parler de changement climatique sur des projets qui n'ont rien d'écolo, comme créer des jets d'eau. Ou alors, il a fait aussi symboliquement planter des arbres sur la place de la Comédie, mais le Oui. problème, c'est sur 4 étages de parking souterrain. Donc il a fallu renforcer les 4 étages. Ça a coûté plusieurs millions d'euros pour 8 arbres qui ne font pas du tout d'ombre. Là aussi, on aurait pu utiliser l'argent, pas de façon gadget comme ça, pas pour des symboles qui sont de très mauvais symboles. C'est de la fausse écologie, ça. Mais du coup, vous, votre projet pour, par exemple, rien que la comédie, vous avez déjà un projet structurel pour la réorganiser et chiffrer, je veux dire, financer, ou pour l'instant, c'est plus dans la Non, pour nous, proposition la priorité, c'est pas de refaire des places de prestige. S'il faut lutter contre la chaleur, il y a des Oui, voilà, villes c'est qui dans ce font. cadre-là, c'est dans le cadre de la Alors, lutte contre les eaux de chaleur. lutter contre la chaleur, il y a des villes, je pense en Espagne, à Valence ou d'autres, qui mettent des toiles d'ombre l'été pour simplement ombrager. Ça coûte pas cher et c'est très efficace. Vous avez des ombrières avec des grimpants dans des pots qui marchent très très bien, qui couvrent de grandes surfaces sans avoir besoin de faire des structures sur 4 étages pour planter des arbres qui de toute façon sont pas adaptés. Donc, vous avez plein de solutions qui coûtent pas cher et on peut lutter contre l'extrême chaleur. Mais encore une fois, pour nous, la priorité, c'est pas les places prestigieuses. La priorité, c'est le quotidien des gens. Il faut isoler les bâtiments. Il faut faire des réseaux de froid aussi parce que la clim, vous savez que ça a un effet ça rafraîchit les apparts, mais en chauffant la rue. Ça Alors réchauffe, que oui. si on fait des réseaux de froid, des réseaux urbains de froid, c'est comme des réseaux de chaleur, mais ça envoie du froid. Ça évite d'avoir des émissions chaudes dans la rue et c'est plus économe aussi en termes d'énergie. Il faut végétaliser la ville et il faut désartificialiser. Ça, c'est une vraie adaptation. Le reste, c'est de la com, quoi. Moi, ce que je reproche, c'est de faire de la com et d'avoir un logiciel qui est, encore une fois, un logiciel de croissance urbaine qui ne va pas fonctionner, qui va pas fonctionner, où on va pas résoudre ni les bouchons, ni les problèmes de chaleur, ni l'adaptation au changement climatique. Alors, on a vu sous le mandat écoulé que l'espace qui passait sous la comédie a été fermé pour devenir une piste cyclable. Est-ce que vous, dans votre programme, vous imaginez l'élargissement des espaces piétons et qui empêche donc les voitures de passer en ville, comme c'est le cas actuellement, ou pour l'instant, c'est déjà très bien d'avoir fermé ce tunnel? Alors, le tunnel, c'est une autre logique, c'est pour éviter les trafics de transit Oui, en ville, hein. Le problème, c'est que ça a été fait à la Comédie, mais par contre, aux 4 boulevards, c'est l'inverse qui a été fait. Les 4 boulevards, c'est tout près du centre, c'est après l'avenue Clémenceau. Et là, au contraire, le maire a fait un plan de circulation qui renvoie toutes les voitures en ville en créant un transit qui traverse cet endroit. Alors que le principe, si on veut éviter les voitures inutiles en ville, c'est qu'on ne favorise que la desserte locale, les riverains ou le commerce local. Et donc, on fait une circulation qu'on appelle en pétale, c'est-à-dire on peut s'approcher, on peut y aller et on repart. On ne peut pas traverser pour éviter que des voitures qui ne font que traverser viennent en ville. Si vous avez que les riverains ou que les gens qui vont au commerce, c'est soutenable. Si vous faites du transit, ça devient insoutenable. Et c'est ce qu'ils ont fait là au 4 boulevard. Donc, moi, je dirais le tunnel de la Comédie, ok, mais pourquoi ne pas avoir la même logique partout sur la ville? Si vous voulez, il y a des incohérences qui montrent que le logiciel n'est pas écolo, en fait. Le logiciel, c'est on fait un peu d'écologie par-ci, par-là. On fait beaucoup de com sur l'écologie. D'ailleurs, il entretient une confusion que je voudrais dénoncer parce que il met sa liste écologiste et gauche réunis. Il n'a pas réuni ni la gauche ni les écologistes. Les écologistes ont décidé de partir séparément et la gauche
et au moins sur 3 listes, même 4 si on compte l'extrême gauche. Donc vous ne pouvez pas dire que vous réunissez. Donc tout est à l'avenant, une espèce de communication. Moi je dénonce cette confusion. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat d'idées, qu'il y ait un vrai débat d'idées dans ces municipales, et ça sera projet contre projet. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être le plus important, c'est là où on a une rupture, c'est bien sûr sur la vision écologiste, mais aussi sur le manque de priorité donnée au quotidien des gens. Et à Montpellier, le quotidien, c'est le logement, c'est la sécurité, c'est le pouvoir bien se nourrir. Vous avez plein, vous savez, il y a 80 000 étudiants à Montpellier. Moi, j'en ai rencontré plein qui disent à la fin du mois, on n'a même pas de quoi faire les courses. Alors, juste très rapidement sur la partie circulation, par rapport au contournement ouest de Montpellier, la liste du printemps Oui, montpelliérain, comment vous vous positionnez là-dessus? Et ensuite, on passe aux sujets sociaux. oui, on est contre ce projet actuel qui est un projet autoroutier et qui fait 10 voies, qui est confié à Vinci Autoroute, la société d'autoroute, et donc qui va consister à faire passer les camions de l'A75 à l'A9. Et ça va rien apporter à la métropole de Montpellier pour la circulation, pour améliorer la circulation. Ça va juste amener du trafic extérieur, de la pollution, sans aucune solution pour les trafics qui, eux, sont à l'intérieur de la métropole, entre par exemple Saint-Jean-de-Védas, La Vérune, Pignan et Montpellier. Là, on va avoir aucune amélioration. Or, c'est là qu'il faudrait des solutions alternatives et améliorer la circulation pour les gens qui sont... parce que c'est vraiment sinistré, là. Vous avez des bouchons tous les jours, il n'y a pas de solution. Et donc, du coup, là, on va repasser un peu sur les thématiques sociétales. On va un peu mettre de côté la partie uniquement environnementale et des transports. Vous avez évoqué, voilà, 80 000 étudiants à Montpellier. Et moi, je vais vous parler du logement parce que je suis Oui. habitant de Montpellier et on connaît une recrudescence des prix. À Montpellier, pour les logements, c'est extrêmement cher. Pour les étudiants, qu'il y en a qui sont contraints de vivre hors de la commune, dans les communes alentours et des fois avec des temps de trajet énormes. Quelles sont les propositions que vous avez avec le Printemps montpelliérain dans le cadre des loyers peut-être, ou même de la construction de logements Crous par exemple ou autre? Alors, pour le logement en général, le constat qu'on fait, c'est que il y a énormément de gens qui n'ont accès qu'au logement social, qui ne peuvent pas se payer de logement à Montpellier et qui sont collés toute leur vie. Parce qu'il n'y a pas de parcours résidentiel. Dans une ville normale, vous commencez en louant, logement social, moi j'y suis passé par là, hein. Et ensuite, vous progressez, vous allez peut-être vous achetez un premier appartement, puis vous revendez, vous pouvez devenir propriétaire petit à petit. Par un effet de levier, vous arrivez à devenir propriétaire. C'est toujours beaucoup plus difficile que pour nos parents. Je rappelle que nos parents étaient beaucoup plus facilement propriétaires à l'époque, même quand il n'y avait qu'un seul salaire. Mais là, aujourd'hui, à Montpellier, c'est complètement bouché. Vous avez 2 fois moins de propriétaires que n'importe où en France. C'est 30% au lieu de 60% en moyenne nationale. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est que les gens qui passent 20 ans en logement social deviennent propriétaires de leur logement. Ce qui D'accord. permettra de dégager de nouveaux logements, de nouvelles offres locatives pour des gens, parce que vous avez 70% de la population qui peut prétendre au logement social à Montpellier. Donc, il faut dégager de nouvelles offres. Deuxièmement, il faut rénover, améliorer les logements actuels qui sont parfois des passoires thermiques. Et donc, ça coûte cher en facture de chauffage et c'est pas bon pour le climat. Donc, on peut lier le climat et le pouvoir d'achat en rénovant, ça fera de l'emploi local. Et ça, on peut le faire très facilement dans le logement social par des emprunts qui sont amortis très vite sur la facture de chauffage, justement. En moins de 10 ans, c'est amorti. Donc, c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense. Voilà. Et puis, il y a l'hébergement d'urgence à Montpellier. Vous avez plus de 1000 personnes à la rue. Et c'est assez un scandale. Il y a eu 4 morts cet hiver. 4 morts de personnes à la rue. Donc, oui, nous, on veut éradiquer le sans-abrisme euh, en, en prenant des logements intercalaires, c'est-à-dire il y a plein de logements vides à Montpellier. Donc, soit on passe des contrats avec les propriétaires pour les utiliser pendant 2 ans, 3 ans, en les confiant à des associations. Soit, s'il faut, même, on peut les réquisitionner. C'est possible par la loi, si c'est nécessaire. Et puis, enfin, pour les étudiants, ce qu'on veut faire, c'est un office municipal
qui va permettre la mise en relation, des offres de colocation avec les étudiants. Ce qui manque, c'est un guichet unique pour l'offre étudiante qui doivent se débrouiller. Et donc, la municipalité pourrait aider les étudiants comme ça par une offre regroupée, voire en apportant des garanties, parce que parfois les étudiants n'ont pas les garanties nécessaires. Donc, offrir des garanties, regrouper les offres, négocier avec les propriétaires pour permettre une fluidité plus grande dans l'accès au logement. Et toutes ces propositions donc liées au logement, vous avez réussi à réaliser un chiffrage du coût pour la commune et de comment il pourrait être financé ou pas encore? Alors, sur la rénovation, c'est pas de l'argent public, c'est un emprunt des bailleurs sociaux qui sera amorti sur entre 7 et 10 ans. Donc, ça se finance tout seul. Il faut évidemment mobiliser les banques. Et là, la ville peut apporter simplement des garanties, mais c'est pas des dépenses, c'est juste des garanties. Pour ce qui est du reste, de l'accession à la propriété, c'est pareil. C'est les bailleurs sociaux qui le financent en mobilisant les banques et le loyer devient donc un remboursement de crédit. Mais il n'y a pas beaucoup de dépenses publiques. La seule dépense publique, c'est pour les offices qu'on veut créer. L'office pour regrouper les offres de logement ou la régie énergétique pour la rénovation, la régie publique de l'énergie pour la rénovation thermique. Mais ça, c'est des services qui ne représentent pas énormément de personnes, c'est quelques millions d'euros. N'oubliez pas que la ville de Montpellier, c'est 500 millions d'euros de fonctionnement seulement. Et la métropole, c'est 1,2 milliard de fonctionnement. Donc là, c'est des sujets métropolitains. Quand on voit les dépenses qui ont été faites, je vous parlais tout à l'heure de l'esplanade, les jets d'eau anti-écolo, c'est 40 millions d'euros. Avec ça, vous financez une régie publique de l'énergie ou un office du logement sans aucun problème. D'accord. Bon, j'imagine que vous, en tant que député, quand vous aviez entendu du coup cette proposition de Philippe Juvin, député LR, par rapport aux logements sociaux, c'était quelque chose qui avait dû vous plaire à ce moment-là. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais sur le moment, ça a dû vous faire réagir, vu qu'on voit que c'est une de vos propositions localement. Moi, moi, j'avais pas vu la proposition de Philippe Juvin. On m'en a parlé après. On m'a dit que il en avait parlé. Mais ben, oui, je pense que c'est un sujet transpartisan. D'ailleurs, c'est pas un sujet spécialement de gauche ou de droite. La seule chose, c'est que nous, on veut l'offrir à tout le monde, à tous ceux qui sont dans le logement social. Donc, c'est peut-être ça qui fait la particularité. Et alors, tout à l'heure, vous parliez aussi du bilan de la sécurité. Quel est votre bilan du côté sécurité par rapport au bilan écoulé et vos propositions, du coup, pour essayer d'y remédier? Alors d'abord, je voudrais dire que pour nous, c'est un problème sérieux et qu'on s'en préoccupe. On peut être une liste de gauche et écolo et se préoccuper sérieusement de la pardon, de la sécurité. Ce que je reproche aux autres, c'est de ne faire d'ailleurs que de la com sur la sécurité en jouant sur les peurs. Et moi, je pense qu'il faut s'attaquer sérieusement au problème. Alors, s'attaquer sérieusement au problème, il y a deux directions. La première, c'est la police de proximité. Aujourd'hui, on n'a plus ça, ni à Montpellier, ni ailleurs. Les gens veulent voir une police de proximité qui parle à la population, qui est intégrée dans les quartiers. Donc, on va créer des antennes de police municipale dans tous les quartiers, avec des gens qui sont présents 24 heures sur 24 pour établir le contact, la confiance, rassurer les gens et prévenir les problèmes. Et puis ensuite, un service une politique plutôt de prévention avec des médiateurs, mais aussi un travail d'éducation des jeunes. Vous avez une grosse lacune à Montpellier, c'est l'encadrement des jeunes à partir de l'adolescence. Pour le primaire, vous avez 35% des enfants qui vont dans des centres de loisirs qui sont encadrés en dehors de l'école. Mais quand vous arrivez au collège et au lycée, il n'y a plus rien, quasiment plus rien. Et c'est l'âge le plus fragile où les enfants peuvent être entraînés vers la délinquance, etc. C'est l'adolescence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est développer l'éducation populaire avec des centres ados, des parcours jeunes, et avoir, comme pour les primaires, au moins un tiers des enfants qui fréquentent ces centres ados et qui sont encadrés avec des éducateurs. On les amène vers l'autonomie, on leur permet
de s'éduquer et de ne pas être livrés à eux-mêmes comme c'est souvent le cas. Et voilà, sur un mandat, si on fait ce travail, police de proximité, travail de prévention, on aura des résultats réels. On ne se contentera pas de faire peur aux gens avec les questions d'insécurité. Il faut trouver des vraies solutions. Voilà. Et les vraies Et, solutions, c'est un travail dans toutes ces directions. et vous vous doutez, c'est une question qui se pose nationalement par rapport à toutes les communes. Par rapport aux policiers municipaux à Montpellier, vous considérez qu'ils doivent continuer de porter des armes ou ne plus porter d'armes? Bon, on n'a pas de position a priori là-dessus. Il y a des missions pour lesquelles l'arme est utile, d'autres non. Il faut le voir au cas par cas. On n'est pas pour désarmer totalement ou armer totalement. Enfin, franchement, ça, c'est des positions idéologiques, ça, qui ne correspondent pas à la réalité. Et la même chose sur les caméras, d'ailleurs. Dire juste on va ajouter 1000 caméras, si c'est pour ne pas assurer la présence humaine, c'est une erreur. La présence humaine est plus importante que les caméras, mais les caméras peuvent avoir un rôle important à jouer aussi dans certaines situations. Donc il faut mixer toutes les solutions. On n'a pas d'approche, si vous voulez, idéologique, on veut avoir une approche pragmatique et efficace sur cette question de sécurité. Je me permettais de vous poser la question parce qu'en fonction des villes écologistes, en fonction des réalités locales, on voit que, par exemple, à Bordeaux, comme à Lyon ou Grenoble, ce ne sont pas les mêmes réponses apportées. Du coup, je me posais la question pour Montpellier, quelle réponse vous aviez imaginé, bien sûr. Alors, hier à Montpellier, vous avez sûrement vu qui était de passage. Jean-Luc Mélenchon est passé et a fait une petite sortie sur les écologistes, vous qualifiant de jardinier. Pas faire de l'écologie sans la lutte des classes, c'est faire du jardinage. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce genre d'attaque et quelles mesures pour vous montrent que vous n'êtes pas là pour faire du jardinage d'un point de vue social notamment? Quelle est la mesure phare que vous mettriez en avant pour contre-argument? Bon, d'abord, je répondrai déjà à Jean-Luc Mélenchon que je ne comprends pas qu'à Paris, ses députés signent avec nous des moratoires sur l'incinération des déchets et on a signé des propositions de loi en commun pour empêcher l'incinérateur. Et à Montpellier, c'est René Revol, son grand copain, et le suppléant de Nathalie Oziol, qui porte le projet d'incinérateur avec de la fosse. Bon, donc d'ailleurs, il prétend incarner une alternative, lutter contre les baronnies socialistes, mais son vice-président René Revol est le meilleur allié du baron socialiste à Montpellier. Donc le double langage, pour moi, j'aime pas ça. Je trouve que là, il est pas très cohérent. Mais bon, je le laisse libre de ses propos. Après, les écologistes ne sont pas des jardiniers, ça c'est peut-être, on peut dire ça des environnementalistes. Les écologistes ont une pensée globale, mais on n'est pas obligé d'être dans l'outrance ou l'excès de Jean-Luc Mélenchon pour avoir une pensée globale. Mais nous, on a une pensée économique, on a une pensée sociale. Et si je regarde les programmes des municipales, je suis désolé, mais à part des mesures vagues, on va abattre le capitalisme, le néolibéralisme, etc., ils n'ont pas fait de programme très précis pour les municipales. Comme si les municipales ne les intéressaient pas. En fait, tout ce qui les intéresse, c'est le discours pour préparer les présidentielles. Et ça, c'est dommage parce que une élection municipale, ça se joue sur des enjeux locaux, très très précis. On a parlé des places, on a parlé des déchets, on a parlé de l'urbanisme. C'est des questions comme ça qui touchent le quotidien des gens. Et faire l'impasse et parler de lutte contre l'ultralibéralisme ou le macronisme à Montpellier, c'est des raccourcis qui n'apportent rien sur le fond, si vous voulez. Moi, je me bats sur des choses concrètes. Donc, voilà, c'est dommage que Mélenchon ne comprenne pas ça. Et parce Et, que sinon, il y aurait pu avoir des convergences, mais là c'est eux qui ont fait le choix des présidentielles plutôt que des municipales. et du coup, si vous, la grande mesure, on va dire, de votre programme, je sais pas si vous l'avez déjà annoncé ou si vous allez faire une annonce prochainement, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette grande mesure? S'il y en a Bah, une. on m'a souvent demandé la première mesure que vous prendriez, c'est bien sûr l'arrêt du projet d'incinération, parce que ça, c'est protéger la santé des gens, D'accord. c'est la première. Et ensuite, il y a beaucoup de mesures. C'est pas une grande mesure, c'est une série de mesures. Par exemple, on veut que les cantines et l'accueil des écoles soient gratuits parce que c'est pour tous, parce que ça pèse énormément sur les familles et c'est à la portée de la ville. C'est très abordable pour une ville.
Pour vous donner un ordre de grandeur, la gratuité totale de l'école, ça coûterait 4 millions d'euros. D'accord. La gratuité des bus et des trams, ça coûte 40 millions d'euros par an, 10 fois plus. Mais par contre, les cantines, enfin l'école en général, pour les familles, c'est énorme. Vous avez des familles qui ont 1 800 euros de revenus, qui ont 200 euros par mois de frais de scolarité. Donc ça, c'est important. Alors, je me permets d'accélérer un peu parce qu'on arrive à une demi-heure Ouais. et je vais essayer de donner Non, même temps de parole à tout le monde. Après, c'est les épiceries municipales pour le pouvoir d'achat et que les gens mangent mieux. Donc, une dizaine d'épiceries municipales dans toute la ville à prix coûtant. En D'accord. fait, la ville achète de façon groupée pour vendre à prix coûtant. Ça revient à moitié prix à peu près. On a des denrées à moitié prix. On peut en plus favoriser les locaux pour ça, les producteurs locaux. Donc, c'est très important. Ensuite, c'est Bon, bien sûr mettre en place le ZAN, zéro artificialisation nette, protéger les espaces agricoles, les espaces naturels de la ville et de la métropole tout de suite en modifiant les PLUI, sauver la cité bergère par exemple, sauver les coteaux de Malbosc. Voilà, il y a quelques mesures immédiates qu'on prendra dès l'élection. d'accord. Alors, on arrive du coup sur la fin de cet échange. Petite question, si jamais vous veniez à être élu maire de Montpellier, est-ce que du coup ça veut dire que vous démissionnerez de votre mandat de député? Oui, bien sûr, c'est la loi. Vous ne pouvez pas cumuler même un poste d'adjoint ou de vice-président. Vous, Et vous la pourriez, fonction. vous pourriez être tête de liste et au final ne pas être dans les adjoints ou être élu maire au conseil municipal. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Non, non, mais je l'ai annoncé. Et si je suis élu, c'est ma suppléante, ma députée suppléante qui siégera. Et moi, je me consacrerai au mandat de maire. La loi prévoit tout à fait le cas de figure et il n'y a pas de cumul. Est-ce que vous avez aussi déjà réfléchi à des rapprochements potentiellement avec d'autres listes au second tour? Ou vous êtes déjà en discussion peut-être? Non, on verra les résultats au soir du premier tour. Et le fil conducteur pour nous, ça sera le programme, notamment la question de l'incinérateur, la vision de la ville, la question du social. C'est, on, on discutera avec les listes qui bougent sur le programme. Voilà, parce que comme vous l'avez compris, la vision, le modèle urbain, on est les seuls à défendre ça, une vision Donc, vraiment écologique. Donc tous les autres sont dans le modèle dominant de donc croissance urbaine. Donc j'- on ira vers ceux j'im- avec qui on peut discuter. j'imagine qu'au vu des positions sur l'incinérateur que vous dénoncez du côté des socialistes et des insoumis, ça risque d'être compliqué de se mettre d'accord pour le deuxième tour au vu de ce sujet. Bah, je pense que les gens peuvent évoluer, peuvent bouger, notamment si les électeurs nous donnent le poids suffisant pour dire non à ce projet. Voilà. D'accord. Nous, bon, après, on discutera évidemment avec des listes de gauche et pas du tout avec des listes de droite. Alors, ben, je vous laisse une petite minute pour conclure et nous expliquer pourquoi les Montpelliérains devraient voter pour vous à Montpellier. Alors, je voulais juste rajouter, parce que vous êtes un site spécialisé, Oui, on est sur Twitch, on est en direct là, donc et oui, donc vous savez qu'il y a eu un mouvement important chez Ubisoft à Montpellier. oui, Et je les ai reçus et je les ai soutenus parce que la présence de ce fleuron de l'industrie du jeu en France est menacée et les gens ne se rendent pas compte. Elle est menacée par un management qui ne respecte pas ses salariés, par exemple sur le télétravail, vous le savez, mais aussi par une stratégie qui n'écoute pas assez les créateurs locaux en faveur du jeu et qui fait que dans un secteur qui est en train de se resserrer, puisque le Covid, après le Covid, ça a été l'euphorie dans le jeu vidéo, et là, évidemment, il y a un réajustement qui se fait. Et pour bien s'adapter, il faut que Ubisoft, et moi je me mobilise pour ça, entende ses salariés, respecte leurs conditions de travail et partage son management pour permettre la créativité. Voilà. Il y a d'autres qui sont sortis des grosses boîtes comme Ubisoft et qui ont réussi à Montpellier, je pense à Clair Obscur et d'autres zones comme ça. Donc on voit que quand on laisse la créativité s'installer, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, je pense que ça pourra d'accord. intéresser vos auditeurs, donc je voulais le Parfait, dire. vous avez bien fait. Et ce que je veux dire pourquoi voter pour nous? Parce que d'abord, c'est une élection à la proportionnelle. Il faut que, il y a deux tours. Et au premier tour, c'est important d'appuyer les idées de la transition écologique et le soutien, le social, le soutien vraiment à la vie quotidienne des gens. Et en votant pour notre liste, c'est ça que les électeurs feront. Ils appuieront ces idées contre les idées
croissance à tout prix, contre cette mégalopole, cette métropolisation qu'on subit aujourd'hui, qui est incontrôlée et qui creuse les inégalités et qui détruit notre espace de vie, notre qualité de vie. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur le député Jean-Louis Romégas. Donc, je rappelle Merci à tête de vous. liste pour la liste Printemps Montpellier. Au plaisir de vous recevoir sur des sujets parlementaires prochainement, si l'envie Avec plaisir. vous donne, si vous Merci. en avez envie, voilà. Bonne journée à vous, bonne campagne et peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.